Pour l'actualité financière, vous comptez sur le brief. Pour une carrière internationale en finance, comptez sur le Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 14 juillet et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'Écho. Le groupe Meta ne paiera qu'1 million d'euros d'impôts en Belgique pour 2025, c'est 2 fois moins que l'année précédente. Un montant qui ne représenterait évidemment pas l'ampleur des revenus publicitaires sur le marché belge. Fluxis, le gestionnaire du réseau de gaz en Belgique, présente un excédent de plus de 450 millions d'euros sur le transport du GNL. Le gouvernement voudrait piocher dedans pour alléger la facture énergétique des entreprises. La saison des résultats trimestriels s'ouvre aujourd'hui avec quelques banques américaines. Dans un contexte toujours très tendu au Moyen-Orient, les États-Unis ont mené des frappes sur des cibles militaires iraniennes pour la 3e nuit consécutive. Je suis Laurent Fabry, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans le brief. Le brief, cette info, dès 7h. Meta paiera moins d'1 million d'euros d'impôts en Belgique pour son exercice 2025. C'est encore 2 fois moins que l'année précédente. Un chiffre étonnamment bas quand on sait que Meta est ultra dominant sur le marché belge de la publicité sur les réseaux sociaux et que le chiffre d'affaires du marché en question tourne entre 650 et 700 millions d'euros par an. Pauline Denis, tu t'es penchée sur les comptes de Meta. Alors explique-nous comment l'entreprise peut payer aussi peu d'impôts en Belgique. En fait, c'est possible parce que Meta va essayer de réaliser une marge opérationnelle réduite qui va permettre de limiter l'imposition, donc sur les revenus publicitaires qui sont réalisés sur le marché belge. Et en fait, le mécanisme consiste à faire en sorte que les PME locales, donc belges, passent par une régie automatisée en ligne qui facture à partir de l'Irlande. On sait que l'Irlande, c'est un Eldorado pour les géants technologiques sur le continent européen, avec un impôt de 12,5% sur les bénéfices commerciaux, contre 25% chez nous. Ça, les autres géants de la tech, ils l'ont bien compris. Il n'y a pas seulement Meta qui profite de cet impôt avantageux. Mais est-ce qu'on n'est pas face à un déséquilibre, à une concurrence déloyale au sein de l'Union européenne alors ? En fait, certains diront que c'est de la concurrence déloyale, d'autres diront que c'est plutôt de l'optimisation fiscale très efficace. En fait, la frontière, elle est fine. Et ici, les interlocuteurs avec qui j'ai pu parler m'expliquaient que la concurrence fiscale entre États au sein de l'Union européenne, c'est pas un problème en tant que tel. Le problème, c'est surtout les abus. Et aujourd'hui, il y a des tentatives d'harmonisation fiscale au niveau européen et surtout la conception d'une taxe GAFAM, mais elle se heurte aux réalités nationales ainsi qu'aux enjeux géopolitiques et diplomatiques avec les États-Unis. Merci Pauline. Et puis si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de remplir votre propre déclaration fiscale. La date limite a été repoussée au 19 juillet, alors ne tardez plus. Les primes à la rénovation à Bruxelles ont-ils uniquement aidé les plus favorisés ? L'IPSA, l'Institut bruxellois des statistiques et d'analyse, vient de tirer un premier bilan des primes Rénolution. Ces aides censées encourager la rénovation et l'isolation des logements dans la capitale. L'étude montre que ces primes ont en fait surtout bénéficié aux quartiers les plus aisés de la capitale, aux propriétaires et aux maisons unifamiliales. Pas forcément là où les besoins sont les plus criants donc. Pour les locataires, les ménages modestes ou les personnes âgées, la démarche est souvent trop compliquée, estime l'IPSA. Pour rappel, ces aides ont été lancées en 2022 par le gouvernement bruxellois avant d'être suspendues 3 ans plus tard, faute de budget. La région y aura consacré 279 millions d'euros. Elle envisage aujourd'hui de relancer un nouveau plan de rénovation, mais autrement, avec des fonds européens et une prime réservée aux ménages vulnérables.
Le système des flexi-jobs vient d'être élargi à tous les secteurs, mais le ministre fédéral du budget demande déjà des ajustements. Dans une interview accordée au Standard, Vincent Van Peteghem s'inquiète de l'impact des flexi-jobs sur la sécurité sociale et le budget de l'État. Alors, Corentin Di Prima, c'est quoi les arguments qu'avance le ministre CDNV ? Eh bien, Laurent, un des arguments phares, c'est évidemment le fait que les flexi-jobs occupent une part de plus en plus importante dans les heures de travail prestées en Belgique. Or, un travailleur en flexi-jobs ne paye pas de cotisation sociale. Il y a une cotisation patronale de 28%, mais il n'y a pas de cotisation travailleur. Dès lors, plus il y a de flexi-jobs, plus on peut supposer que c'est un manque à gagner pour le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale. C'est en tout cas ce postulat que le ministre du budget a déposé sur la table et a mis en débat dans cette interview du Standard. Alors, certains partis de la majorité ne partagent pas vraiment cet avis. Ils estiment que ça rapporte de l'argent à l'État. D'autres sources parlent d'un coût de 100 millions jusqu'à 500 millions d'euros. Dans ton édito, tu pointes justement le fait que ce flou, en fait, il est à tous les niveaux dans le dossier. Effectivement, pour les différents acteurs, il y a des avantages et des inconvénients à ce système. Pour les entreprises, c'est évidemment un grand bénéfice au niveau de la flexibilité, de la gestion de la main-d'œuvre, de la masse salariale, des contraintes de production. Mais à l'inverse, s'il y a trop de flexibilité, à un moment, elles perdent leur attache avec leur personnel et donc leur service, par exemple, dans les restaurants peut être dégradé, des choses comme ça. Pour les travailleurs, c'est très bien. Pour les pensionnés, c'est très bien. C'est un bonus salarial quelque part, net d'impôts. Mais ça peut aussi cacher le fait que certains, en fait, n'arrivent plus à boucler les fins de mois avec leur salaire normal et doivent recourir à du travail comme celui-là. Pour l'État, c'est la même chose. Est-ce que c'est un gain pour l'activité économique et pour les finances de l'État, comme M. Clarin l'affirme, ou est-ce que c'est en train de saper l'État-providence, comme M. Van Peteghem l'affirme ? En réalité, personne ne le sait. C'est un sujet qui a fait l'objet de certaines études, mais en tout cas, on n'a pas suffisamment d'éléments déterminants pour trancher si ce système est positif ou négatif pour la collectivité, ce qui reste quand même l'objectif d'une politique. Merci Corentin. Et puis à la rentrée, le gouvernement explorera en tout cas toutes les pistes pour boucler son budget, à voir si parmi elles, on retrouvera les flexi-jobs. Autre dossier difficile au fédéral, celui autour de la norme énergétique. Ça fait très longtemps que le gouvernement veut introduire une norme pour préserver la compétitivité des industriels belges en rapprochant les prix de l'énergie de ceux des pays voisins. Mais pour ça, il lui faut trouver près d'1 milliard d'euros. Et une partie pourrait provenir de Fluxys, le gestionnaire du réseau de transport de gaz en Belgique. Maxime Van de Weyer, tu es journaliste énergie à l'Écho. Pourquoi chercher cet argent chez Fluxys ? Alors en effet, dans un rapport de la CREG qui est paru hier, on apprend que Fluxys a encore vu ses revenus liés au gaz naturel liquéfié augmenter par rapport à ce qui avait été budgété dans les tarifs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Fluxys est assis sur une manne financière de 456 millions d'euros. C'est de l'argent auquel il ne peut pas toucher, mais c'est de l'argent qui doit servir à financer des investissements futurs et à soutenir les tarifs futurs. Et c'est cet argent-là qui, précisément, est ciblé par le gouvernement qui souhaite aider les entreprises à travers cette norme énergétique. Et selon le gouvernement, 300 millions des 940 budgétés pour la norme pourrait provenir de cette enveloppe, de ce compte de régularisation chez Fluxys. 300 millions, c'est évidemment une grosse somme. Alors, est-ce que Fluxys a son mot à dire sur l'utilisation de cet argent pour la norme énergétique ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Fluxys est une entreprise régulée, et donc ces tarifs sont déterminés avec le régulateur, la CREG, et qu'en théorie, cet argent ne lui appartient pas. Il appartient aux utilisateurs du réseau. D'ailleurs, on avait déjà vu un pareil mécanisme sous la précédente législature. Alors, le gouvernement avait ponctionné également 300 millions d'euros à Fluxys, mais cette fois pour financer les aides aux ménages. Ici, le gouvernement a recours à la même réflexion. Fluxys, de son côté, n'est pas d'accord parce qu'il estime d'une part que cet argent pourrait bien lui servir à moderniser son terminal qui date quand même de 1987. Et en outre, il souligne les incertitudes très importantes au niveau géopolitique qui menacent notamment son contrat Yamal avec la Russie pour le transbordement de GNL russe qui pourrait bien tomber à l'eau si l'interdiction des importations de gaz entre bien en vigueur en 2027. Donc il y a un bras de fer auquel il faut s'attendre ici.
Les Belges sont un peu moins riches au premier trimestre 2026, mais que l'on se rassure, ça n'est que passager. La Banque nationale a fait les comptes du patrimoine financier des ménages belges pour les 3 premiers mois de l'année et il recule d'un peu plus de 1,7 milliard d'euros. Mais sur un montant total de 1334 milliards et 300 millions, c'est assez peu de choses en somme. La guerre au Moyen-Orient a fortement impacté les marchés boursiers au premier trimestre. Cela se ressent du coup dans l'épargne des ménages. Mais cela devrait rester passager puisque les actions se sont déjà bien reprises depuis début mars. Et puis la remontée des taux hypothécaires ne fait pas peur aux emprunteurs. L'endettement des ménages s'est encore un peu alourdi au premier trimestre. Les hostilités se poursuivent entre les États-Unis et l'Iran. Cette nuit, les États-Unis ont encore mené des attaques sur des cibles militaires en Iran pour la 3e nuit consécutive. C'est dans ce contexte tendu que la saison des résultats trimestriels s'ouvre cette semaine avec les grandes banques américaines. Sonia Romero-Ruiz, tu as analysé les prévisions de ces résultats pour nous et malgré le contexte géopolitique, elles sont plutôt positives. La croissance générale des bénéfices par action devrait fortement augmenter. Est-ce que le scénario est réaliste selon toi ? Oui, mais les chiffres les plus spectaculaires donnent un peu une image trompeuse en fait. Donc le consensus il prévoit une hausse des bénéfices de 22% aux États-Unis et de 12% dans la zone euro, ce qui est énorme. Et si on prend la médiane, on retombe à environ 8% des deux côtés, ce qui paraît déjà beaucoup plus réaliste. C'est déjà pas mal. Pour les analystes de JP Morgan, ça repose sur des éléments assez concrets, une activité économique mieux orientée, des marges résistantes et peu d'avertissement sur résultats. Et ils sont notamment assez optimistes pour le secteur bancaire qui profite de ces améliorations économiques. Donc la barre, elle est haute, mais elle n'est pas non plus complètement hors d'atteinte. Alors tu parles du secteur bancaire qui devrait performer. À l'inverse, quel secteur pourrait avoir plus de mal à répondre à cet enthousiasme ? L'énergie, c'est sans doute le secteur le plus exposé. Donc les prévisions de bénéfices, elles ont bondi avec les prix du pétrole depuis le début du conflit en Iran. Mais le problème, c'est que ces actions-là, elles ont rattrapé cette amélioration. Donc elles n'ont plus vraiment de matelas de sécurité, si on veut, si le prix du baril de pétrole rechute. Et puis on a aussi la technologie qui est quand même fort exposée. Donc on s'attend à une très bonne copie. Les attentes, elles sont toujours aussi énorme autour de l'intelligence artificielle, notamment pour les semi-conducteurs. Donc la demande, elle est là, elle est solide, mais après les fortes hausses des bénéfices et des investissements aussi qu'on a vu, la moindre déception sur les commandes ou les dépenses qui sont consacrées à l'IA, ça pourrait être sanctionné. Réponse donc ce mardi dans le secteur bancaire. Plus tard dans la semaine, on aura notamment droit au bilan de Netflix ou de l'entreprise pharmaceutique Johnson & Johnson. Merci Sonia. Messieurs, vous êtes plutôt slip ou caleçon ? Moi, personnellement, je m'en fous un peu, mais enfin, un que ça intéresse, c'est Guillaume Gibaud, le fondateur et PDG de la marque Le Slip français. Il a choisi le 14 juillet pour faire entrer son entreprise de sous-vêtements 100% made in France sur Euronext Paris. Et il devrait largement dépasser l'objectif des 5 millions d'euros qu'il s'était fixé. Pourtant, ça n'était pas gagné d'avance. En 2011, face à la fast fashion asiatique, Guillaume Gibaud, qui n'a que 25 ans à l'époque, fait le pari d'un slip 100% français, plus cher mais aussi plus qualitatif. La marque devient vite virale, grâce notamment à des baselines qui claquent. Vous voulez changer le monde ? Commencez par changer de slip. Et ça marche. Mais un très bad buzz sur des allégations racistes et homophobes et la crise sanitaire du Covid font trébucher la marque pourtant déjà très tendance. Elle revoit alors sa stratégie, moins de points de vente en propre, moins de références et plus de volume. Il faut près de 5 ans pour retrouver la croissance et gagner enfin de l'argent. Avec la levée de fonds sur le marché des PME et de la Bourse de Paris, le slip français compte bien renforcer sa marque et son usine d'Aubervilliers, mais aussi diversifier sa production, notamment dans le secteur des vêtements floqués, entre autres pour le monde associatif.
Un mot encore pour vous dire que les exportations de la Chine ont dépassé les attentes en juin. D'après les données des douanes chinoises publiées ce matin, c'est la demande solide pour les semi-conducteurs qui porte cette croissance, mais aussi le désir des industriels d'envoyer des produits aux États-Unis avant de possibles droits de douane américains supplémentaires. Les exportations ont augmenté de 27% sur un an. Merci à Louise Pinchard qui a préparé cette édition. À demain. Au Luxembourg, pas besoin de choisir entre une carrière en finance et une qualité de vie exceptionnelle. Ici, vous avez les deux. Les transports publics gratuits vous emmènent partout en toute simplicité. Et la nature, elle est à 2 pas de la ville et de votre bureau. Ajoutez à cela des perspectives d'évolution professionnelle dans un centre financier international et un salaire net plus élevé. Et le calcul est vite fait. Luxembourg, le meilleur investissement, c'est vous. Découvrez-en plus sur movetolux.com.